Merci beaucoup David, merci beaucoup Hugo et aux organisateurs de m'accueillir donc pour cette conférence plénière où, comme tu l'as dit David, je vais être très contractuelle puisque je vais pas mal m'appuyer sur la définition de Henry Jenkins, mais justement ça permettra, comme j'avais la charge d'introduire le colloque, je vais m'appuyer sur cette définition qui est quand même la définition référence, hein, mais ça permettra de la déconstruire aussi après dans d'autres interventions probablement. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai un petit... Voilà. Alors, je pense que je vais éventuellement le laisser comme ça, si ça ne vous dérange pas, parce que si je le mets en grand, je ne vois plus rien après. Donc, vous me dites si vous préférez ou si... Comme ça, c'est bon. Comme ça permet de toujours revoir un peu à côté. Donc, j'ai intitulé mon intervention Down the Rabbit Hole, World Building et narration transmédia. Et comme je vous l'ai dit, je vais quand même appuyer pas mal sur la définition de Henry Jenkins. Et je vais donner quelques exemples aussi plus ou moins récents de stratégies transmédia autour des séries télévisées. Et donc, j'ai essayé de prendre des exemples qui étaient assez différents, enfin, qui abordaient le transmédia storytelling de façon assez différente pour montrer un peu la variété des possibles dans le transmédia autour des séries télé, sachant que, comme l'a dit David, bien évidemment, autour des séries télé, on est dans les industries culturelles. Le but, il y a un fort aspect marketing quand même dans la mise en place du transmedia storytelling autour des séries télé, à savoir attirer les publics sur la série télévisée, bien évidemment, par différents points d'entrée la plupart du temps. Alors, avant de rentrer sur une définition du transmédia storytelling, il me semble qu'il est important de noter quand même quelques évolutions médiatiques dont a déjà parlé d'ailleurs David, hein, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais à mon sens, elles sont au nombre de 3, ces évolutions médiatiques, donc des évolutions technologiques, des évolutions narratives et des évolutions participatives. Donc, concernant les évolutions technologiques, donc ça c'est de manière assez classique, hein, on voit de plus en plus, bien évidemment, des nouvelles technologies alimenter les séries télévisées, être accompagnante des séries télévisées et de leur diffusion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un contexte américain, c'est la chaîne NBC, donc Network NBC, une chaîne historique américaine, qui avait expérimenté sur une plateforme interactive qui s'appelait à l'époque NBC 360 et qui agrégeait tous les contenus autour des séries télévisées, alors des contenus relativement classiques, hein, comme le streaming des épisodes le lendemain de la diffusion, des informations sur la série, des informations sur la diffusion, enfin, des choses très très classiques, des behind the scenes parfois sur la production de la série, sur des interviews des acteurs ou des choses comme ça. Et ils avaient proposé aussi des onglets qui venaient alimenter et qui rajoutaient de la narration par rapport à ce qui se passait dans la série. Donc on était déjà dans une forme de transmedia storytelling puisqu'il y avait ajout de la narration. Et ils avaient particulièrement expérimenté ça autour de leur série Heroes en 2006-2007, où ils proposaient par exemple un dispositif qui s'appelait Heroes Evolution et qui présentait des sites satellites, des sites internet satellites pour chaque personnage, pour donner de l'épaisseur à chaque personnage et pour donner une identité un peu plus forte à chaque personnage et des informations sur chaque personnage. Donc aujourd'hui, c'est assez classique, hein, et on le voit également en France, hein, sur des séries comme Le Bureau des légendes, où ils proposaient des dispositifs, alors là, plus réalité virtuelle et réalité augmentée, hein, mais qui permettaient une immersion dans la série et une rencontre, si je puis dire, avec les personnages. Et Arte faisait ça aussi assez fréquemment, et il l'avait fait sur leur série suédoise sur les robots, Real Humans, où ils proposaient par exemple un magasin présentant tous les robots qui pouvaient être achetés. Donc voilà, des onglets qui vont proposer une immersion dans la fiction et proposer des rajouts narratifs. Du point de vue de la narration, David en a parlé aussi, hein, et c'est le principe même du transmedia storytelling, c'est un principe de sérialité de plus en plus évident et de narration complexe. Donc de sérialité, de continuité dans les épisodes pour les séries télévisées. Et donc c'est dans l'histoire des séries télévisées, on va dire, c'est assez nouveau, puisqu'avant les années 80, on avait souvent des séries télévisées qui étaient construites d'épisodes clos sur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire on avait pour
je prends toujours cet exemple, mais c'est assez parlant. Pour une série comme Columbo, on avait ce qu'on appelait un case of the week, donc une enquête par semaine, et on n'avait pas de continuité sur ces enquêtes, justement, sur les arcs narratifs ou sur les personnages. Maintenant, on a de plus en plus de séries avec de la continuité narrative. On peut penser à des séries comme Lost à l'époque, hein, qui était quand même assez emblématique de cette sérialité, des séries comme Battlestar Galactica. Et encore aujourd'hui, on a des séries, notamment sur les networks modulaires, on va dire, avec des case of the week et des arcs narratifs qui se suivent. Alors, Florent Favard avait montré ça très bien sur une analyse de la série Castle. Et il avait montré comment tous les arcs narratifs s'imbriquaient. Alors, l'arc narratif de l'épisode, les arcs narratifs des personnages, les arcs narratifs des saisons. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet justement cette continuité narrative, ça permet un engagement des publics plus fort et la possibilité d'enrichir les histoires. Et la troisième évolution médiatique, elle est participative et justement là, on en vient au phénomène des fans, qui n'est pas nouveau, hein, bien évidemment, au phénomène des fans et à leur engagement. Et dans ces stratégies transmédia, autour des séries télé en particulier, les fans vont être les publics cibles, hein, parce que justement, ils s'engagent dans ces univers narratifs, parce que justement, ils créent et ils contribuent à construire ces univers narratifs. Donc, ils créent par exemple des fanfictions, des fan art, des montages vidéo et autres, hein. Et ils vont surtout jouer le rôle de... Alors ça, c'est Jason Mittel hein, qui parle de ça. Ils vont surtout jouer le rôle d'archéologue, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les informations, chercher les indices, chercher tout ce qui a été produit autour de la série télévisée et qui va enrichir cette narration. Et ils vont jouer le rôle de cartographe, puisqu'ils vont recartographier justement ces univers qui sont éclatés sur diverses plateformes médiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour jouer ce rôle de géographe, ils vont créer la plupart du temps des wikis, donc des plateformes interactives collaboratives. Et ces wikis vont leur permettre d'agréger tout ce qu'ils trouvent sur l'univers, mais ça va aussi jouer le rôle d'archivage. Et étant donné que les stratégies transmédia sont souvent éphémères, et notamment autour des séries télé, c'est-à-dire que quand la série télé n'est plus diffusée, la stratégie transmédia n'existe plus la plupart du temps. Les fans jouent le rôle d'archiviste en fait, de ces expériences et peuvent permettre de faire vivre l'expérience aux autres fans après la diffusion de la série. Donc, pour en venir à une définition du transmedia storytelling, la voici. Donc, c'est celle de Henry Jenkins hein, que je vais prendre et sur laquelle je vais m'appuyer, entre autres, pour la suite de cette présentation. Donc, Henry Jenkins a proposé cette définition en 2006, en 2003, dans un article qu'il avait publié dans Technological Review, mais surtout dans son ouvrage qui s'appelait Convergent Culture en 2006. Donc, pour Henry Jenkins, le transmedia storytelling, et je lis simplement sa définition là, est un processus dans lequel les éléments d'une fiction sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'essence même du transmedia storytelling, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs plateformes médiatiques. Moi, cette définition de Jenkins, je rajouterai numérique et non numérique, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame que le transmedia storytelling, c'est que du numérique. Ce n'est pas vrai, hein. Il y a plusieurs exemples de stratégies transmédia qui sont entièrement non numériques, si je puis dire. Et la deuxième chose, c'est l'expérience coordonnée et unifiée. Et c'est ce dont parlait David aussi tout à l'heure en introduction, hein, c'est cette notion d'univers narratif qui va être cohérent. C'est ce qu'on appelle le world building, c'est créer ces univers engageants, cohérents, avec ces histoires dont on va pouvoir tirer les fils et qu'on va pouvoir placer donc, sur plusieurs, de façon cohérente encore une fois, sur plusieurs plateformes médiatiques. Alors, Henry Jenkins, il parle de fiction hein, dans sa définition parce qu'il avait proposé justement cette définition à partir d'un exemple bien particulier qui était The Matrix.
Donc, je pense que vous le connaissez tous, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus et vous voyez le schéma là-dessus, hein. Mais ce qui était intéressant dans The Matrix, c'est que alors maintenant, c'est les sœurs Wachowski, avaient pensé The Matrix comme étant transmédia, comme étant une œuvre transmédiatique dès le départ. Donc, ça leur avait permis d'être garantes donc, de cette cohérence et parce qu'elle supervisait donc tout l'univers qui était développé autour de Matrix, et ça leur permettait aussi de faire des ponts et des liens entre les différents médias. Donc là, on avait une expérience, si je puis dire, façon de design, une expérience utilisateur assez intéressante, parce que si les fans voulaient se plonger réellement dans l'univers Matrix, ils avaient un parcours à effectuer, et suivant ce parcours, ils découvraient donc tout l'univers et tous les rajouts narratifs qui étaient importants, tous les éléments qui leur permettaient de se plonger dans l'univers Matrix. Alors donc, je vous ai parlé tout à l'heure de world building. Donc là, vous avez un exemple d'un monde imaginaire qui a été créé par Alec McDowell autour de Minority Report de Steven Spielberg. Et donc, c'est bien dit là, hein, c'est créer un monde cohérent et immersif. Donc là, pour Alec McDowell, à partir de l'ouvrage Minority Report et à partir de la vision de Spielberg de Minority Report, il avait créé donc tout l'univers. Et pour ça, et j'en reparlerai à la fin, hein, il avait créé ce qu'on appelle une Bible transmédia. Et une Bible, c'est un document de production qui va contenir tous les éléments narratifs de l'univers. Et en général, après, et notamment pour les séries télé, il se réfère régulièrement à cette Bible justement pour le principe de cohérence, puisque tous les éléments narratifs sont contenus dans ce document. Donc quand je parle d'éléments narratifs, c'est l'élément narratif sur l'histoire, les arcs narratifs bien sûr, sur les personnages. Donc ils décrivent les personnages au maximum et si possible leur évolution à plus ou moins long terme. Ils décrivent aussi les ambiances, les tons, le langage qui va être utilisé, l'univers en lui-même, c'est-à-dire les villes, les mondes, enfin ce genre de choses. Donc si vous voulez des exemples, les bibles de Battlestar Galactica et de Lost sont en accès libre sur Internet, et on voit bien comment ils ont construit dès le départ leur univers narratif, et on voit bien comment ces documents de travail intègrent tous les éléments narratifs qui vont être ensuite développés dans la série. Alors Henry Jenkins, il a développé sa définition après sa première définition que je vous ai proposée tout à l'heure. Il a proposé des principes autour du transmedia storytelling qui permettaient d'affiner sa définition et qui permettaient de donner des éléments supplémentaires à sa définition. Alors je ne vais pas tous ils sont au nombre de 7, ces principes. Je ne vais pas les développer tous ici, je vais juste prendre ceux qui vont m'intéresser pour les exemples que j'ai pris ensuite. Alors, parmi ces 7 principes, on a l'immersion. Alors, je l'ai repris comme il avait écrit, lui, immersion versus extraction. Sauf que ce n'est pas un versus dans le sens on les oppose. Ces deux principes peuvent être présents dans une même stratégie transmédia. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'immersion dans l'univers narratif, c'est assez compréhensible, hein, c'est comment on va engager les fans et comment on va les plonger dans ces univers narratifs. Donc plus c'est construit, plus justement ça part de la Bible narrative aussi, hein, plus elle est riche, plus les univers sont détaillés, plus on va favoriser cette immersion dans les univers narratifs. Mais de façon concrète, ça peut aussi se mettre en place avec les parcs à thème, puisque selon Henry Jenkins, les parcs à thème font partie des possibles médias, on va dire, hein, dispositifs médiatiques qui peuvent être présents dans une stratégie transmédia. Alors là, je vous ai mis une photo du parc à thème qui a été construit autour de
de l'univers Star Wars, hein, à Anaheim, qui a ouvert en 2019, si je me rappelle bien. Donc assez récent. Et ce qui est assez intéressant pour ce parc à thème, c'est que c'est un dispositif transmédia qui va être lui-même façon transmédia, puisque ils vont proposer des comics, des romans sur ce parc à thème, sur les histoires qui sont développées dans ce parc à thème. Donc là, on a une mise en abîme en fait d'un dispositif transmédia qui va être lui-même transmédiatique. Donc, dans ce parc à thème, on joue le rôle il me semble qu'on peut jouer des rôles de Jedi ou de résistants, enfin, on nous attribue un rôle et en fonction de ça, on a une expérience particulière dans le parc. Et tout à l'heure, David en parlait aussi, sur l'extraction, c'est le phénomène des figurines. Donc, un aspect marketing, hein, bien évidemment, c'est important. Donc là, j'ai repris, ce sont mes propres figurines Star Wars, mais Star Wars, justement, est assez intéressant là-dessus, hein, mais pas que Star Wars, bien sûr, pour proposer des figurines, des maquettes de tous ces vaisseaux, de tous ces personnages. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a une réappropriation des univers par les fans, justement. Donc, les fans, au-delà de la collection, peuvent aussi retravailler les univers en jouant. Hein. Bon, c'est ce que feront les enfants hein, avec les Lego, par exemple, mais c'est exactement ça. Donc, ils peuvent se réapproprier les univers narratifs. Et le deuxième principe que je reprends des 7 principes d'Henry Jenkins aujourd'hui, c'est le principe de subjectivité, qu'il a nommé lui, hein, le principe de subjectivité. Donc là, on peut aller chercher, c'est ce qu'il nous dit, hein, on peut aller chercher du côté de la tradition des romans épistolaires, hein, c'est-à-dire qui parle à qui, pour qui et dans quel but. Donc quelques exemples qui sont assez parlants. Donc tout à l'heure je parlais de Richard Castle et justement autour de Castle, de la série Castle, ABC avait fait une stratégie transmédia basée sur le personnage de Richard Castle qui dans la série aide la police de New York dans ses enquêtes et ces enquêtes vont alimenter ses romans puisqu'il est écrivain. Et donc, ils ont proposé en stratégie transmédia, ils ont proposé donc de créer le site internet de Richard Castle dans lequel, par exemple, il répondait à des sessions de questions-réponses avec les fans hein, ou avec les téléspectateurs que ça intéressait. Il avait ses propres réseaux sociaux aussi, hein, sa page Facebook et son compte Twitter. Mais surtout, ils ont édité les bouquins Richard Castle. Donc, on peut acheter les bouquins qui sont censés être écrits par le personnage de Richard Castle, qui se nourrit donc des enquêtes qu'il fait avec la police de New York. Et donc, c'est des romans centrés autour du personnage Nicky Hit, si je me rappelle bien. Donc ça, c'était une première. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Deuxième exemple, c'est autour de la sitcom How I Met Your Mother. Un des personnages, donc Barney Stinson, a écrit 2 bouquins de conseils de conseils en fait de drague entre autres, qui s'appellent le Bro Code et le Playbook. Et donc là c'est pareil, ils ont édité les bouquins écrits par Barney Stinson, donc le personnage de la série. Ça marche et c'est du transmedia storytelling parce qu'ils sont présentés autant sur Richard Castle que sur Barney Stinson. Les romans sont présentés comme étant écrits par le personnage. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de transmedia storytelling qui s'associe à la subjectivité selon Henry Jenkins. Et le troisième exemple qui est assez intéressant, c'est autour de la série 13 Reasons Why. Netflix avait fait une stratégie, donc c'était diffusé sur Netflix. Et Netflix avait proposé une stratégie centrée sur les réseaux sociaux, ce qui paraît assez logique, puisque dans la série, hein, on parle beaucoup de cyberharcèlement, hein, c'est un des thèmes centraux de la série. Et tous les personnages, bien évidemment, dans cette série, ont des comptes réseaux sociaux, et notamment des comptes Instagram ou des comptes Twitter. Donc, dans la série, on les voit régulièrement poster ou consulter leurs comptes réseaux sociaux. Et donc, ils avaient proposé ça. Et l'objectif, c'était de rentrer dans
l'univers du personnage de Anna. Donc, le personnage de Anna, c'est le personnage principal qui se suicide dans la série. Et de rentrer dans son univers, numérique, hein, puisqu'on rentrait dans l'interface de son téléphone et on avait accès à son compte Instagram, par exemple, comme vous voyez là, et à tous les échanges qu'elle pouvait avoir avec ses camarades ou pas de la série. Donc là, c'était intéressant et encore une fois, c'était assez cohérent avec ce qui se passait dans la série de proposer en termes de dispositifs, du coup, des réseaux sociaux. Et on en apprenait plus sur le personnage principal de Hannah et sur ses relations avec les autres personnages. Et par ricochet, bien évidemment, on en apprenait plus sur les autres personnages aussi. Alors, là, je vous ai donné à peu près une définition que vous pourrez discuter, bien évidemment, ensuite, ou déconstruire, ou malmener, hein, si vous voulez, parce que la définition de Jenkins, elle date maintenant. Hein. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, après, et d'autres qui permettent d'affiner, notamment sur les pratiques concrètes autour du transmedia storytelling. Mais de fait, c'est un terme qui est relativement récent, transmedia storytelling, puisque donc 2006 par Henry Jenkins, mais c'est une pratique, et David l'a dit tout à l'heure aussi, c'est une pratique qui est relativement ancienne, puisqu'on trouve donc David, tu as fait dater justement par Jenkins aux ensembles muraux sur les églises. Mais il y a d'autres exemples, et c'est Matthew Freeman qui a écrit un bouquin qui s'appelle Historicizing Transmedia Storytelling, où il donne 3 exemples justement de pratiques anciennes. Alors là, Wizard of Oz, je vais y revenir, mais il donnait aussi l'exemple de Superman. Donc Superman qui est né dans les comics d'ici, mais Superman, il y avait par exemple des feuilletons radiophoniques autour du personnage de Superman dans les années 50 qui permettaient donc toutes les semaines de raconter façon sérialité en plus, donc on réinjectait cette notion de sérialité qui était dans les comics déjà, on l'a réinjecté dans les feuilletons radiophoniques. Et les fans pouvaient suivre donc les aventures de Superman à la radio, donc comics et radio. Et il y avait d'autres dispositifs également, donc on a eu des films aussi après, plus récemment. Et il donnait aussi l'exemple de Tarzan. Donc, tu parlais des pulps tout à l'heure, David, mais là c'est pareil. Donc, Tarzan était aussi un personnage. Alors là, je prends le terme de personnage transmédiatif que je vais reprendre dans un exemple que je vais vous détailler tout à l'heure. Mais là, on a bien le Tarzan, on a bien le personnage transmédiatique, c'est-à-dire le personnage qui va se déplacer sur plusieurs médias et que les publics vont suivre dans ces pérégrinations sur plusieurs plateformes médiatiques. Et donc, il prend aussi l'exemple du Wizard of Oz, donc le magicien d'Oz, qui est un exemple assez intéressant. Donc là, j'ai pris une timeline, si je puis dire, qui est présente dans l'ouvrage et dans un article qu'a écrit Matthew Freeman. Donc, on voit bien tous les médias qui ont été développés, et encore, ils n'y sont pas tous là. On voit bien tous les médias qui ont été développés autour du magicien d'Oz. Donc, vous avez des romans, vous avez deux pièces de théâtre, vous avez des comic strips. Donc, tous les dimanches, L. Frank Baum proposait des comic strips qui permettaient de développer des personnages secondaires. Donc, c'était Queer Visitors from the Marvelous Land of Oz. Donc, c'était des personnages qui n'étaient pas présents dans le roman, mais qui sont présents dans l'univers Oz et qui étaient donc présentés tous les dimanches dans des comic strips, dans des journaux. Et ce qui est assez intéressant, et c'est ce que je vous ai mis en capture d'écran à côté, c'était les mock newspapers. Donc, c'est des faux journaux qu'avait créé L. Frank Baum, dans lequel il racontait Oz. Donc, c'était le Ozmopolitan, donc c'était le journal de Oz, et dans lequel il racontait les aventures de ses personnages, et il interviewait parfois ses personnages. Donc là, on avait vraiment une plongée dans l'univers. J'ai envie de dire, presque, il brisait le quatrième mur. Il postulait que Oz était un lieu visitable, un lieu réel, dans lequel est peuplé de personnages donc qu'il pouvait interviewer. Et ce qui est assez intéressant, et c'est pas présent là, mais c'est que L. Frank Baum faisait aussi des conférences
des conférences grand public, hein, dans lequel il se présentait comme géographe. Donc on retrouve cette notion de géographe, de cartographe, qui est assez importante dans les stratégies transmédia, hein, mais dans lequel il se présentait comme le géographe de l'univers de Oz, et il présentait des photos comme s'il était allé en expédition dans le monde de Oz, et il présentait des photos de cet univers qu'il recartographiait finalement, quoi. Donc, on est dans un exemple. Alors, il y avait aussi des publicités qui étaient présentes. Et ces publicités, alors c'était intéressant parce que là, il décomposait son univers en couleurs différentes, et ces couleurs différentes, suivant la partie de l'univers qu'il voulait publiciser, hein, il utilisait donc ces couleurs. Donc il y avait déjà aussi une cohérence graphique qui était mise en place par L. Frank Baum, et qui était assez intéressante, hein, dans un univers non numérique, bien évidemment, hein, puisqu'on était au début des années 1900. Donc on est dans une pratique ancienne de stratégie déjà multiplateforme, multimédiatique, hein, dans lequel donc on va développer des personnages, développer un univers, et proposer donc cette immersion et là pour le coup c'est une immersion assez intéressante, cette immersion dans un monde narratif créé de toutes pièces. Donc là j'ai fait un petit tour, on va dire, de ce qu'est le transmedia storytelling, avec des spécificités, hein, donc immersion, abstraction, subjectivité. Encore une fois, importance de la sérialité et importance de ce world building, là, de cette création d'univers narratif. Et je vais vous donner donc 3 exemples. Alors j'ai dit plus ou moins récent parce que Game of Thrones, ça commence à dater, hein, maintenant, on va dire, même si là on a fêté les 10 ans, je crois. Donc je vais vous redonner, mais je pense que vous le connaissez, l'exemple de Game of Thrones, de House of Cards, parce que là, justement, on est dans le transmédia par le personnage, donc on est dans le personnage transmédiatique. Game of Thrones, on va être plutôt dans de la promotion transmédiatique, donc ça c'est intéressant comment HBO a marketé, en fait, hein, c'est ça, hein, la série auprès de ses publics. Et l'exemple de Westworld, où là on est vraiment dans une cartographie d'univers et dans ce que Hélène Breda a appelé du méta-storytelling. Alors du coup, j'ai une petite vidéo, donc j'espère que ça va marcher, que vous allez entendre. Je mets le son à fond. Game of Thrones tells a sprawling, interwoven tale of feuding families, swords, sex, deception, and the pursuit of power. But could a fantasy series become HBO's next pop culture icon? Campfire needed to create a campaign rich enough to satisfy fans of the well-regarded book series, yet simple enough to enjoy without any knowledge of the story. So we created a campaign that spoke to different audiences on different levels, and generated a groundswell of support for Game of Thrones. We began with smell, sending influencers an intricate experiment that evoked key locations in Westeros. Within 48 hours, the influencers had shared the experience with their fans and followers. This is the coolest swag pretty much ever. We recreated a Westeros tavern with an immersive 3D sim experience. Visitors could navigate through the tavern, eavesdrop on the common people, and get a sense of the dark conspiracies taking place in the kingdom. That'd be silver for another flagon. Or 2 if you don't want to get to spit in it. Shut it, trap Jenna. Take the black and become men of the Night Watch. We took fans to the top of the 700-foot wall that protects Westeros. It was 8,000 years ago that Brandon the Builder built the wall. Our first-person simulation let fans walk in the shoes of a guard on duty, learn the history of the wall, and feel the cold isolation of those who protect it. From icy north to sultry south, the extremes of temperature in Westeros reflect the stories that unfold there. To illustrate these extremes, we created a climate app that transports you to the region in Westeros that mirrors the weather in your location. We partnered with top chef Tom Colicchio to bring the flavors of Westeros to the streets of New York and LA. Colicchio attracted foodies in the press,
and a Game of Thrones themed menu attracted the fantasy fans. Each day's dish was announced with a preview video and sent the food truck to a different location in the city, revealed exclusively to our Facebook and Twitter followers. The events had the atmosphere of a fan convention and brought Game of Thrones fans and HBO's target audience face to face for some good old-fashioned word of mouth. Each experience held a deeper level of engagement for hardcore fans. A puzzle challenge housed at the maester'spath.com. Over 6 weeks, fans competed and communities worked together to unlock exclusive preview clips and get glue stickers. Each challenge was symbolized with a link in the Maester's chain, and participants proudly broadcast their progress to their social networks and recruited novices to begin their own journeys. And while fans celebrated Maester's Path Mondays on Twitter, a less involved audience was able to get in and enjoy just one sensory experience of Westeros. By the end of the campaign, we'd stirred up conversation and made fantasy relevant across tangential fan communities. And when Game of Thrones premiered, there was an organized and well-established fan culture to shape the conversation and build momentum with each new episode. Donc là, vous avez vu l'étude de cas proposée par Campfire New York qui a fait la stratégie autour de donc la promotion de Game of Thrones via une stratégie de transmedia storytelling. Alors, j'ai interrogé les gens qui ont fait la stratégie transmédia, donc le creative designer et creative artist, l'artiste de Campfire New York. Et donc, il me disait que la commande de HBO, elle était double, rendre tangible l'univers de Game of Thrones parce que les publics de HBO n'étaient pas habitués à avoir une série de fantasy. C'était pas ce qu'ils avaient l'habitude de voir, puisque les séries de HBO, c'était plutôt Les Sopranos, The Wire, Sex and the City, ce genre... Six Feet Under, donc ce genre de choses. Donc la fantasy, c'était pas leur genre de prédilection, donc il fallait rendre tangible cet univers. Ah, un truc intéressant. Et C'est ce que j'ai écouté aujourd'hui en travaillant. Et la deuxième chose, c'était de créer alors ils le disent dans la vidéo, une fan culture, donc une communauté de fans qui allait discuter, qui allait faire connaître la série dans la sphère publique et sur les réseaux sociaux. Alors, si vous regardez bien, d'ailleurs, pour le premier dispositif, et donc la boîte avec les parfums et les parchemins, ils les ont envoyés, ils le disent dans la vidéo, à des key influencers, donc des fans, et parce qu'ils savaient très bien que ces fans allaient répercuter les informations dans leur réseau, donc sur leur chaîne YouTube, sur leur blog ou sur leur compte Twitter ou leur page Facebook. Donc, pour rendre tangible cet univers de Game of Thrones, cet univers de fantasy, ils ont décidé donc de baser leur stratégie transmédia sur les 5 sens. Et pour chaque sens, ils ont proposé donc un dispositif médiatique. Je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour le dernier, pour le goût, ils ont proposé donc des repas que sont censés manger les personnages à Westeros. Et vous voyez dans la vidéo que J.R.R. Martin est allé les goûter lui-même. Et donc, il proposait des menus façon médiévaux, donc des menus médiévalisants, on va dire, façon manuscrit, pour avoir aussi quelque chose à garder pour les fans. Donc ça, c'était la stratégie Game of Thrones, donc une stratégie très promotion, très immersion dans un univers qu'on va rendre tangible et création d'une communauté qui va ensuite donc faire parler de la série. Et d'ailleurs, HBO a continué donc sur des stratégies entre les saisons et il s'appuie beaucoup sur les fans et la créativité des fans. Donc, on appelle ça le fan advertising. C'est Javier Lozano qui a proposé ce concept de fan advertising. Il s'appuie sur la créativité des fans pour promouvoir la série. Et notamment, donc, il propose des concours de fan art et il propose aux fans de relayer ces fan art et de faire parler de la série comme ça. Deuxième exemple que j'ai voulu vous montrer, donc c'est autour de House of Cards. Donc un exemple assez intéressant où là, on ne va pas s'appuyer sur l'univers,
comme c'était le cas pour Game of Thrones, mais on va plutôt s'appuyer sur un personnage, et en l'occurrence le personnage de Frank Underwood, Président Frank Underwood, dans la série. Et donc, on va avoir un dispositif de personnage transmédiatique. Alors, ça a commencé, cette stratégie, c'était pour entre la saison 3 et la saison 4. Donc, ça a commencé du compte officiel, donc House of Cards, Breaking News, President Underwood will be making a special announcement tonight during the GOP debate. Alors, ce qui est intéressant, donc vous voyez le nombre de 15 506 likes et 14 366 retweets, donc c'est assez important. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on a une breaking news, President Underwood, donc on parle du personnage déjà, donc c'est lui qui est mis au centre de la stratégie dès le rabbit hole, si je puis dire, hein, puisque là on est dans le point d'entrée de la stratégie avec ce tweet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se servent d'un événement concret pour lancer leur stratégie. Et en l'occurrence, ils se servent du débat des Républicains qui a lieu donc le 15 décembre 2015 sur CNN. Ils se servent du débat des Républicains à la présidentielle américaine pour hacker ce débat et pour lancer leur stratégie transmédia. Alors je dis hacker parce que President Underwood est censé être démocrate dans la série. Hacker le débat des Républicains en lançant cette vidéo. It's a new day in America. Today, more people will go to work, return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics. That man is Frank Underwood. America, I'm only getting started. I'm Frank Underwood, and I approve this message. Donc, pour leur stratégie transmédia, ils ont proposé un clip de campagne de Frank Underwood, puisque dans la série, à ce moment-là, entre la saison 3 et la saison 4, il est en campagne pour se faire réélire au poste de président des États-Unis. Et ce qui est intéressant avec ce clip de campagne, c'est qu'il reprend exactement tous les codes des clips de campagne qui étaient diffusés à ce moment-là, hein, pendant l'événement du débat républicain. Hein. Donc, on a l'idéalisation de l'Amérique, on a la mise en avant du personnage qui est candidat, donc Frank Underwood à la fin. Hein. On a le fait que Frank Underwood approuve this message, hein, c'est pour prouver que ce n'est pas payé par un PAC, donc aux États-Unis c'est assez important ça. En équipe de campagne, il faut prouver que c'est bien le président qui propose ce clip, le candidat pardon, qui propose ce clip de campagne et que ce n'est pas des gens extérieurs qui vont financer ces clips. Et à la fin, surtout, donc bon, là on a Netflix, mais juste à la fin, on a le personnage qui est mis en avant, donc c'est bien lui hein, qui va être la pierre angulaire de la stratégie. Et on a ensuite écrit FU 2016, ouais, en anglais bien sûr, .com, et c'était pour renvoyer donc les personnes vers le site internet de Frank Underwood. Alors, je peux vous parler de l'éphémérité tout à l'heure des stratégies transmédia. En l'occurrence, ce site internet n'est plus en ligne hein, puisque House of Cards n'est plus diffusé. Mais bon, j'ai pu récupérer des captures d'écran. Donc, ce site internet, c'était le site internet de campagne en fait de Frank Underwood, hein, sur lequel on découvrait son programme de campagne, ce qu'il avait fait. On pouvait découvrir des vidéoclips différents de celui qui avait été diffusé pendant le débat républicain, des vidéoclips de campagne, hein, des vidéoclips de meeting. Donc, c'était assez fourni. Hein. On pouvait s'inscrire, bien évidemment, à une newsletter. Et quand on s'inscrivait à une newsletter, on recevait des informations sur l'évolution de la campagne de Frank Underwood. On pouvait le suivre sur les réseaux sociaux. Il avait une page Facebook et un compte Twitter. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que Barack Obama et Frank Underwood discutaient parfois sur Twitter, puisque Barack Obama était assez fan de la série. Et sur ce site internet, on découvrir également une page, un onglet consacré à Claire Underwood. Donc aux États-Unis, c'est assez pour les de présenter leur famille. Donc Frank Underwood était marié à Claire Underwood. Sauf que à la saison 3, à la fin de la saison 3, Claire Underwood, et bien voilà, ça en va.
Elle a bien raison à ce moment-là. Bon, c'est un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà. Elle a bien raison à ce moment-là, donc elle part. Et du coup, quand on allait sur la page consacrée à Claire Underwood, on tombait sur erreur 404, Claire not found. Puisque là, on est dans une cohérence de ce qui se passe par rapport à la série. Donc, elle est censée être partie à la fin de la saison 3, donc à la saison 4 pour la campagne. On ne sait pas encore où elle va être. Donc, du coup, il nous présente une page vide sur les informations de Claire Underwood. Donc là, sur Frank Underwood, on est dans un personnage, comme je vous ai dit, transmédiatique, hein, et c'est Bertetti qui a proposé ça en 2014. Il nous dit le personnage transmédia est un héros fictionnel, donc c'est bien le cas là avec Frank Underwood, dont les aventures sont racontées sur plusieurs plateformes médiatiques, chacune fournissant des détails sur la vie de ce personnage. Donc là, c'est bien ce qu'on a, hein. On a le site internet, on a ses réseaux sociaux, on a sa newsletter, on a des événements réels. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place donc pas que du numérique hein, pour le coup, ils avaient mis en place des QG de campagne consacrés à Frank Underwood, hein, où les gens pouvaient se rendre et rencontrer les équipes de campagne de Frank Underwood. Parfois, Kevin Spacey, en tant que Frank Underwood, se déplaçait, et notamment dans celui de Caroline du Nord, hein, puisqu'il est censé être dans la série Congressman de Caroline du Nord. Et du coup, il se déplaçait, il faisait des meetings. Et ce que vous voyez là, l'autre capture d'écran, c'est le portrait de Frank Underwood en tant que président, puisqu'il est déjà président, hein, il est en campagne pour se faire réélire, qui est accroché, qui est comme tous les autres tableaux de président accrochés au Smithsonian. Et pour ça, ils ont fait un événement dans lequel Kevin Spacey est venu, en tant que Frank Underwood, est venu présenter donc son tableau, et ils ont fait un événement au Smithsonian. Donc il y a vraiment là, il brise vraiment le quatrième mur, comme il le fait dans la série d'ailleurs, hein, en s'adressant au personnage en face caméra. Et donc, c'est un spoiler aussi pour ceux qui n'ont pas vu encore la dernière saison de House of Cards. Donc, par contre, vous savez sûrement que Kevin Spacey a eu certains problèmes et donc il a été viré de la série. Ils avaient déjà tourné 2 épisodes, mais qu'ils ont retourné puisque donc Kevin Spacey s'est fait virer de la série. Et la saison 6 commence et on apprend qu'il est mort. Bon, on ne sait pas comment et on ne le voit pas. Hein. Et que donc c'est sa femme qui prend le relais, sa femme qui avait été élue vice-présidente dans la saison précédente. Et pour finir donc cette stratégie transmédia autour de ce personnage transmédiatique, ils ont créé la pierre tombale de Frank Underwood, que vous pouvez avoir là, hein, Francis E. Underwood, qu'ils ont mis en Caroline du Nord, justement, puisqu'il est censé être représentant de cet État américain. Donc là, on peut aller se recueillir si on en a envie. Sur bon, il faut être vraiment fan hardcore, je pense, hein, sur la tombe de Frank Underwood. Donc là, c'était plutôt la stratégie façon on s'appuie sur un personnage, ce qui est plutôt assez logique puisque Netflix a une stratégie du coup de diffusion des séries qui est différente des networks ou du câble, hein, et ils construisent moins ils sont moins dans les sérialités telles qu'on l'entend traditionnellement autour des séries télé avec des temps d'attente, des temps d'attente qui vont permettre l'engagement des fans ou des choses comme ça. Donc là, ils s'appuient plus sur le personnage. Pardon. Et mon dernier exemple, c'est autour de Westworld. Donc Westworld, c'est une série qui est diffusée, qui est encore en cours de diffusion, puisqu'on va avoir la saison 4 l'année prochaine, je pense, ou en fin d'année, et qui est diffusée donc, sur HBO, donc comme Game of Thrones pour le coup. J'ai pas pris d'exemple network, mais bon. Et là, on est dans ce que je vous disais, hein, dans ce que Hélène Breda a appelé le meta-storytelling, donc une fiction qui part de la fiction et de notions de monde possible, justement, si on veut reprendre le vocabulaire de Marie-Laure Ryan. Alors, ce qui est intéressant avec Westworld, c'est que là aussi, donc ils s'appuient bien sur l'univers, là, pour le coup. Ils ont bien construit une stratégie numérique et non numérique, hein, avec des parcs à thème, pour le coup, je vais vous montrer. Alors, le postulat de Westworld, c'est justement
la création d'un parc à thème dans lequel les visiteurs jouent un rôle et vont avoir une histoire qui va se développer en suivant leurs personnages dans le parc à thème. Et dans ce parc à thème, ils vont rencontrer ce qu'on appelle des hosts. Donc, c'est des robots qui sont là pour jouer des rôles également. Et donc, ces parcs à thème sont différents. Il y a le parc Westworld qui est plutôt western. Il y a le parc Shogun qui va plutôt être sur la culture japonaise. Il y a un parc Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il y a des thématiques comme ça par parc. Mais dans la première saison, en l'occurrence, on connaît que le parc Westworld. Donc sur Western, les autres se dévoilent au fur et à mesure et se dévoilent d'ailleurs avant dans la stratégie transmédia. Donc, au niveau de la stratégie transmédia, ils ont créé une multitude de sites Internet satellites, et notamment le site Internet de Delos Incorporation, qui est la boîte qui a créé cet univers de parc à thème. Donc là, on a tous les renseignements sur la genèse en fait de ces parcs, sur le CEO de Delos Incorporation qui se dévoile en fait au fur et à mesure de la narration de la série. Donc, il se dévoile sur le site Internet. Et on a le parc, donc le site du parc sur lequel on peut faire des réservations. Bon, voilà, c'est comme un vrai site Internet hein, finalement. Et au fur et à mesure, donc, on a ces thèmes qui se dévoilent et c'est un peu un jeu de piste entre les fans et la production. Hein. C'est découvrir en fait quels sont les parcs qui vont se développer au fur et à mesure dans la série. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces sites Internet, ils évoluent avec la narration de la série. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison 1, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, les fameux hosts, là, les robots se rebellent. Bon, ça, c'est un trope scénaristique dans les séries avec des robots, hein, ou les films avec des robots. Donc, les robots prennent conscience que ça suffit hein, d'être traités comme des robots. Et ils prennent le contrôle du parc, ils massacrent tout le monde, ils prennent le contrôle du parc et donc ils prennent le contrôle des sites Internet. Donc, vous voyez dans la capture d'écran en bas, là, ça, c'est les robots qui ont hacké le site Internet, finalement. Et donc, ce site Internet, il est remis à jour donc, pour la saison 2 et pour la narration qui va se développer dans la saison 2. Et idem pour la saison 3, ils ont remis à jour le site en fonction de ce qui se passait. Donc là, on a une évolution du site Internet en fonction de la narration de la série, et ce qui est assez intéressant. Et donc, vous avez des cartes aussi qui permettent de voir les personnages. Où sont les personnages? Puisqu'il y a une cartographie assez intéressante dans l'univers Westworld. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, j'ai pris cette capture d'écran exprès parce que ce personnage dans la série, on le croyait mort. Et finalement, c'est un spoiler puisque dans la stratégie de Transmedia Storytelling, elle est toujours en train de bouger. Peu énerver les fans parce qu'il y avait une espèce de spoiler en fait qui était passé dans la stratégie transmédia par rapport à ce qui se passait dans la série. Et alors ils ont proposé aussi, bon je vais peut-être pas avoir le temps de montrer les vidéos, je pense Hugo. Tu me dis mais bon. Et prends ton temps. Ah oui. Oui. Mais, je pense qu'on a le temps. D'accord. Donc, ils avaient proposé aussi 2 stratégies immersives, si je puis dire. Donc, une par la réalité virtuelle et une par la reconstitution du parc. Alors, je vais vous montrer des petites vidéos, c'est assez parlant et je vais vous dire après. Have you ever questioned the nature of your reality? HBO's Westworld is set in a futuristic theme park where the virtual meets the physical, leaving visitors unsure of where the fantasy ends and reality begins. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? This provided the inspiration for an enhanced virtual reality experience, one where the story began long before guests put on their headset. We started by building realistic outposts of the fictional Delos Corporation at both TechCrunch Disrupt and the New York Comic-Con, designed to immerse guests into the story world instantly. Welcome to Westworld. Greeted by immaculately dressed hosts, guests came to realize all was not as it seemed.
and that these represented artificially intelligent machines. With carefully scripted performances that echoed specific scenes from the show, our live hosts literally opened the door to an immersive VR experience developed by HBO Interactive and powered by the HTC Vive. Transported to the Westworld park, guests met with a seductive host who matched their personal taste. Then they strapped on six-shooters to test their aim before the darker, hidden side of the world emerged in a series of terrifying twists. We're gonna have to recode this entire module from scratch. By blurring the line between the physical and the virtual, the Westworld experience seamlessly transported fans to the show's story world, evolving what a destination VR experience can deliver. So much so that our guests didn't talk about experiencing a simulation. They talked about actually going to Westworld. Donc alors là, donc c'est Campfire aussi, et du coup j'ai pu les interroger en off, si je puis dire, sur cette stratégie. Donc là, on est bien dans un principe d'immersion avec la réalité virtuelle, donc, et qui correspond bien à l'univers narratif de Westworld et du parc. Donc on immerge dans un parc, sauf que ce que m'a dit Campfire en off, c'est que finalement les fans, malgré ce qui est mis en avant, mais là c'est une vidéo promotionnelle, donc ils ne vont pas mettre les négatifs forcément, mais ce qui a été mis en avant par les fans qui ont fait donc qui ont expérimenté cette stratégie à Comic-Con et à l'autre événement, c'est qu'ils n'ont pas aimé, parce que ce qu'ils ont aimé, c'est finalement être accueillis en groupe ensemble par les faux hosts là qu'ils avaient mis en place, mais après, dès qu'ils mettaient le casque de VR, ils étaient isolés, puisque c'est le principe du casque de VR, et donc ils n'avaient plus cette expérience commune de la stratégie, et donc ça leur a pas plu d'avoir cette isolation en fait dans l'univers. Ça leur a pas forcément plu. Et d'ailleurs, du coup, Campfire me disait que HBO était plutôt réservé maintenant sur l'utilisation de la VR en tant que stratégie transmédia autour de leur série télé, parce que suite à cette expérience, ils se sont rendus compte que les fans préféraient avoir une expérience commune, vivre la stratégie ensemble. Et donc, du coup, pour pallier à ça, ils ont décidé de faire pour l'événement South by Southwest un événement autour de Game of Thrones, de Westworld, et en l'occurrence, là, ils ont reconstitué le parc. We're at Westworld. Yeah. In Austin. So we're in the town of Sweetwater, which is from Westworld, and this is a whole town that HBO built somewhere in Austin. We're not sure. We took a bus in the dead of night. We could not tell where we were going. I think we took a wrong turn. I mean, it feels like we're in the actual show. How's it going? Let's get a drink in here, eh? Yeah. Is that what that is? I don't like the look that guy gave me. Did he? Oh no. Do you kind of want to speak with like a Western accent, like a cowboy? Because I kind of do. I could live here, but only if there's some Brooklyn. Yeah. And it feels very real too, because everybody is in character, or at least the host are in character, and even if you interact with them, they interact back with you. And no, I haven't. You haven't seen Mama? No. What happened to her? I don't know. She should be around here somewhere. It's just really crowded. Are y'all from here? No, I'm I not didn't from here. recognize No, her. no. Oh, well, I'm Darby. Cool. Nice to meet you, Nice sir. to meet you. I'll take it easy. Enjoy Yeah, your stay, okay? See, things like that happen. They haven't broken character. Everyone that's in character is like completely committed. That's really cool. You need that, like otherwise the whole experience is gone. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'elle est assez longue, la vidéo, puisqu'ils explorent tout le parc, donc ils expliquent un peu tous les recoins du parc. Par contre, ce qui est intéressant, donc, c'est que là, on a une immersion totale dans un lieu où les gens partagent l'expérience ensemble. Ils partagent l'expérience aussi avec les acteurs, du coup. Donc, ils disent ils sont in character. Donc, les acteurs jouent le rôle des hosts, finalement, comme dans la fiction.
Et là, je ne vous ai pas montré cette partie, mais il y a des informations qui sont dévoilées sur la narration de la série dans le parc, quoi. Et donc, ils en apprennent un peu plus sur, par exemple, la Constitution, comment ces hosts sont créés. Donc, il y a tout un coin du parc dans lequel un souterrain, dans lequel les gens rentraient visiblement, et ils découvraient donc comment étaient créés ces robots. Donc là, c'était une immersion qui a plus fonctionné visiblement, puisque les gens étaient ensemble et vivaient l'expérience ensemble plutôt que d'une façon isolée avec les casques de réalité virtuelle. Alors, je ne l'ai pas mis ensuite, mais pour la saison 3, donc la saison qui a été diffusée cette année, là, enfin, l'année dernière, il y a une nouvelle boîte qui rentre en jeu, enfin une nouvelle entreprise qui rentre en jeu dans la narration de Westworld. Et du coup, pour promouvoir cette saison, à CES Las Vegas, en début d'année, ils ont fait une conférence du CEO de cette entreprise, comme si l'entreprise existait réellement. Et donc, là, durant cette conférence, à laquelle les gens pouvaient s'inscrire, comme n'importe quelle conférence de l'événement, finalement, le CEO présentait donc les productions, ce que faisait l'entreprise, comme si elle existait réellement. Alors ça, ils avaient déjà fait ça pour Alien, Prometheus, le alien qui n'est pas un alien mais qui en est un. Donc pour Prometheus, ils avaient déjà fait ça. Ils avaient fait une conférence TEDx du CEO de Wayland Industries. Donc ça, c'est pour montrer donc que la société fictive traverse encore une fois, brise le quatrième mur et peut être présentée comme une entreprise réelle. Ça, c'est assez fréquent, on va dire. Donc, je vais conclure rapidement parce que je suis déjà débordée. Donc, autour des séries télé, il me semble qu'il y a 2 formes de transmédia storytelling qui peuvent être utilisées, outre le fait qu'on va s'appuyer sur l'univers ou sur le personnage, suivant la stratégie qui est mise en place et suivant la narration qui est développée dans la série télé. On a soit une forme de ce que j'avais appelé narration augmentée, où là, on va essayer de récompenser les fans avec du contenu additionnel, donner de l'épaisseur aux personnages secondaires, ajouter des points de narration. Donc, les séries qui avaient bien fait ça, c'était Fringe, Parks and Recreation, Battlestar Galactica. Battlestar Galactica qui est un bon exemple parce que là, pour le coup, ils se sont... à part 2 web-séries, ils ont fait exclusivement leur stratégie sur des romans et des BD. Donc, c'était assez intéressant. Et d'un autre côté, on a la promotion transmédia, c'est ce qu'ils avaient fait pour Game of Thrones, par exemple, ce que je vous ai montré, où là, on va essayer d'immerger les fans et les téléspectateurs potentiels dans un univers narratif pour découvrir des lieux, des personnages, des ambiances, pour familiariser avec un genre aussi, puisque là, pour Game of Thrones, c'était ça, il fallait familiariser les publics de HBO à un nouveau genre qui allait être diffusé sur la chaîne et dont les publics n'étaient pas habitués. Et pour terminer, je vous parlais des bibles transmédia, qui est donc le document de production de référence pour ces univers transmédia. Et moi, mes étudiants de Master 1, je leur demande de créer en fait des bibles transmédia des projets transmédia complètement fictifs. Donc, ils écrivent le scénario eux-mêmes. Et après, donc ça part souvent sur des choses de science-fiction, pour le coup, ou de genre, et parce qu'ils aiment bien ça. Et c'est facile, justement, c'est des univers... qui sont faciles, c'est vite dit, je prends des pincettes, mais sur lesquels on peut justement déployer de la narration et créer des mondes imaginaires, justement. Et du coup, je leur demande de créer des bibles transmédia et de créer un film, un jeu vidéo, un podcast et un univers graphique. Et après, tout ce qu'ils veulent en suivant, donc ils y créent la plupart du temps des sites internet, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et là, vous avez 2 exemples, donc je ne sais pas si vous voyez bien. C'est dommage si vous ne voyez pas trop bien. 2 exemples, donc un ils ont appelé Memento Mori, donc c'est leur projet. Et là, vous voyez bien donc tout ce qu'ils ont créé autour, donc l'univers illustré de projet, la timeline, les films, les podcasts, le jeu vidéo, l'identité visuelle. Donc vous avez tout ce qu'ils ont créé et tout ça, donc c'est contenu dans cette fameuse bible narrative. Et là, vous avez le 2e exemple d'un projet qui s'appelle Theta,
Donc, eux, ils ont pris différemment pour construire leur Bible narrative, mais ils ont toujours l'univers narratif. Donc là, ils détaillent tout avec des fiches personnages. Donc, je ne vous ai pas mis, elle fait 206 pages, la Bible, donc elle est assez conséquente. Il y a tous les fiches personnages, tous les univers qui ont été créés. Donc, dans l'univers, ils ont les religions, les personnages, les castes, la technologie, tout. Ils ont tout détaillé comme une vraie Bible transmédia. Hein. On pourrait presque le vendre à Warner Bros. Si on voulait. Et après, ils ont donc détaillé les médias qu'ils ont mis ensemble et ce que ces médias vont comporter comme partie de la narration de leur projet. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire et à quoi peut ressembler un sommaire de Bible transmédia. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous propose de me poser des questions si vous en avez. Alors, je vais départager mon écran, du coup. Hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je vais faire le modérateur. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai vu qu'il y en avait déjà un petit peu dans le chat, dans la discussion. On avait une question de Laura Martin-Gomez. Peut-être elle veut la poser directement, ou alors je me fais le relais. Je ne sais pas si elle veut. Oui, bonjour. Alors, c'est simplement que je n'ai pas eu le temps de prendre note de la personne que vous avez citée qui a travaillé sur le concept de fan advertising. Oui, alors c'est Javier Lozano Delmar. Ok, merci. Donc, c'est parce que le nom était un peu long. Merci. Je peux le réécrire si vous voulez, comme ça, ce sera plus clair. Oui, c'est peut-être pas mal, oui. Oui, parce que mon accent espagnol n'est pas non plus... Delmar, pardon. Voilà, c'était une petite précision. Donc, merci encore. Tout le monde remercie Mélanie pour sa super intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'en avais vu d'autres qui étaient passés dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je pose mes questions, j'en ai un, moi aussi. Bon, j'y vais, puis je laisse le temps comme ça aux gens de réfléchir. J'ai une question là-dessus. Allons-y, allons-y. Merci pour votre présentation. J'avais une petite question par rapport à la première vidéo de Campfire que vous avez montrée. J'ai eu un petit problème de réseau avant, donc j'ai peut-être loupé une partie des choses. En fait, j'ai l'impression en regardant la vidéo que c'est une vidéo qui a été faite après coup, une fois que beaucoup de stratégies comme ça ont été mises en place. Et en fait, ce que je me demande, si cette vidéo, qui me semble être un outil promotionnel pour Campfire, n'est pas elle-même une sorte de storytelling de ce qu'a fait Campfire pour la stratégie de communication. Autrement dit, s'ils n'ont pas juste pris toutes les choses qui ont fonctionné et qu'ils n'ont pas laissé de côté tout ce qui n'a pas marché. Et aussi, ça donne l'impression qu'il y a une stratégie concertée dès le départ où ils vont faire des tonnes de choses différentes, mais en fait, est-ce qu'ils avaient tout prévu à l'avance et dans quelle mesure ça peut s'adapter progressivement? Alors effectivement, hein, c'est un peu une mise en abîme storytelling. Ouais. C'est ce qu'ils appellent des case studies, donc des études de cas. Effectivement, donc si vous allez sur le site de Campfire, ils ont des études de cas comme ça pour tous leurs projets. Donc ils ont travaillé pas mal avec HBO, donc ils ont fait aussi pour True Blood par exemple, et c'est assez intéressant. Mais oui, ils mettent en avant, c'est un outil promotionnel pour la société, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit quand même comment ce qu'ils ont mis en place déjà. Alors, sur votre question, est-ce qu'ils ont mis d'autres choses en place? En l'occurrence, je les avais interrogés là-dessus. Donc, il y a l'interview qui est mise en ligne sur mon blog, donc vous pouvez aller voir. Et c'est bien ça à laquelle ils avaient réfléchi. C'était vraiment suivant la commande de HBO qui était rendre tangible cet univers. C'était bien de travailler sur les 5 sens. Donc, ils ont vraiment travaillé là-dessus et comment accoler en fait un dispositif transmédia à chaque sens et comment aussi donner des informations et immerger les téléspectateurs potentiels dans l'univers avant la diffusion. C'était vraiment ça la première commande. Et comme je vous l'ai dit, la seconde, c'était quand même de créer cette communauté des fans, quoi, en fait, qui allait après continuer à discuter de la série, parler des épisodes, débattre, enfin, voilà. Mais c'était la construire un peu au préalable. C'était vraiment, quand je les avais interrogés, c'était vraiment ce qu'ils avaient mis en avant, quoi. Et c'est apparemment la commande de HBO, quoi. Alors, tout ne marche pas, hein, parce que
comme je vous ai dit, pour Westworld et la VR, alors oui, c'est un outil promotionnel. Donc la vidéo que je vous montre là, ils le mettent en avant, ils le mettent un peu en avant, mais visiblement, HBO n'est plus du tout d'accord pour faire de VR autour des séries télé parce que cette expérience n'a pas été très conclusive, quoi. Parce que justement, les fans se retrouvaient isolés et seuls à vivre l'expérience. Et ça leur a pas plu, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu des gens lever la main. N'hésitez pas à prendre la parole. J'en ai une personnellement. Allez-y. Ouais, du coup, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est en fait l'importance de l'immersion dans l'univers. Vous l'avez dit, hein, la VR, ça n'a pas tellement marché pour le transmedia storytelling autour de Game of Thrones, mais aussi l'immersion a en fait surpassé ce problème avec donc le parc qu'ils ont recréé. Donc c'est pas Game of Thrones, pardon, c'est Westworld. Et donc en fait, c'est drôle parce que c'est un peu le cas pour Star Wars aussi, avec donc leur parc à thème, où eh bien, les visiteurs sont directement en immersion dans l'univers, avec donc comme vous l'avez dit, hein, des récits en fait qui ont été écrits autour de ce parc à thème, et aussi les personnages se déplacent dans cet univers et interagissent avec le public. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est un futur de plus en plus, pas un futur envisageable pour les marques, pour les univers, cette immersion grandeur nature finalement? Oui, alors effectivement, ça marche de plus en plus, ça. Et puis, il y a... Alors, au-delà de stratégie transmédiatique autour de la fiction, hein, il y a beaucoup de théâtre immersif qui existent en ce moment et qui permettent justement une participation des publics et justement cet engagement dans des univers narratifs, là aussi, hein, puisque autour du théâtre immersif, il y a bien une histoire qui est racontée aussi. Donc, il y a de plus en plus de dispositifs comme ça qui réintroduisent cette participation et ces événements physiques finalement. Alors bon, là en l'occurrence avec la Covid, on ne peut plus, hein, mais j'espère qu'on pourra rapidement réexpérimenter ce genre de dispositif. Et sur les parcs à thème, pour revenir là-dessus, pour Star Wars, ça paraissait assez logique puisque Star Wars, vous savez que ça a été racheté par Disney. Et Disney, j'en ai pas parlé, hein, mais ça fait partie des stratégies transmédiatives qui existaient bien avant le terme de Henry Jenkins, puisque Disney, par exemple, est par essence transmédiatique. Ils avaient donc leur parc à thème, ils avaient des comic books, ils avaient des comic strips, ils avaient des romans, ils avaient de la musique, ils avaient les dessins animés, ils avaient des séries télé. Donc là, c'est assez logique de réintroduire donc ces notions de parc à thème dans la stratégie transmédia de Disney autour de Star Wars. Ça me paraît assez pertinent, du coup. Merci. On avait une question de Françoise Paquet-Singui qui voulait... Oui, à l'endroit, c'est mieux. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. J'ai adoré t'écouter parce que je ne suis pas tellement sur mes plates-bandes et j'ai appris beaucoup de choses. Et je me pose deux questions que je veux partager avec toi et avec vous tous. On est plusieurs là dans l'assistance à avoir démarré nos travaux à l'époque où les maîtres mots, c'était l'interactivité, le multimédia. On a vu comment les deux se sont développés, même si le vocabulaire est beaucoup moins présent que jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, on pourrait presque dire que la plupart des stratégies de communication ou des supports de narration ont intégré le fait que interactivité et multimédia étaient acquis en quelque sorte par les lecteurs, ceux qui regardent, ceux qui consomment ce type de produit. Alors, est-ce qu'on peut, en troisième étape, en quelque sorte, poser transmédia, surtout dans les dimensions que tu as mentionnées où il n'est pas seulement numérique, en quelque sorte. Et la deuxième question, qui rejoint la première, c'est que ce que tu as décrit avec l'objectif que tu avais aujourd'hui, et je sais que tu le fais par ailleurs, peut s'appliquer à d'autres questions que la fiction et que la série, peut s'appliquer au territoire,
peut s'appliquer au marketing territorial et peut s'appliquer à ce que font les musées. Ce que tu viens de dire sur Disney, on aurait pu dire pareil du Louvre. Il y a presque 20 ans déjà. Hein. Première visite virtuelle, premier 360 autour d'un objet, plus une boutique où on peut acheter de tout, des bouquins d'art illisibles, sauf si on est spécialiste, de la vulgarisation, des coloriages pour les enfants, des répliques d'objets et bien sûr tout le reste du bazar des boutiques du musée, si on peut dire. Alors justement, est-ce que le fait qu'on le trouve aussi dans d'autres secteurs que l'audiovisuel, que les médias, mais dans la culture et dans le territoire, ne montre pas que Transmédia serait une généralisation comme on les a connus pour interactivité et multimédia, d'une façon de faire indépendamment d'un secteur ou d'un genre. Oui, merci Françoise pour tes questions. Et oui, mais ça va me permettre de rebondir. Alors, j'essaie de répondre à ta première question sur généralisation de transmédia. Alors, à mon sens, si on prend que le terme transmédia et non pas transmédia storytelling, effectivement, il y a une généralisation parce qu'on voit autour des séries télé, elles sont toujours accompagnées de réseaux sociaux, de sites internet, en l'occurrence, c'est plutôt ça, ouais, c'est réseaux sociaux et sites internet, mais c'est déjà par essence transmédiatique pour le coup. Alors, il n'y a pas forcément la dimension storytelling, c'est-à-dire rajout de narration, mais il y a cette volonté effectivement de proposer plusieurs supports médiatiques qui vont permettre de... Alors là, c'est souvent à des fins promotionnelles, hein, mais qui vont souvent permettre de promouvoir la série télé. Donc effectivement, transmédia peut être plus ou moins généralisé, ouais, même plus que moins d'ailleurs, autour de la série télé, du moins. Et pour répondre à ton autre question, alors effectivement, moi là j'ai parlé autour des séries télé pour montrer les mécanismes du transmédia storytelling, mais effectivement on peut le retrouver dans d'autres secteurs. Et alors la culture, je vais y revenir, mais on peut aussi le trouver autour de la pédagogie, d'expériences pédagogiques. Hein. Il y a des expériences pédagogiques qui ont proposé du transmédia storytelling, justement pour favoriser l'implication et la participation des élèves ou des étudiants, ou la collaboration entre plusieurs classes, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant autour d'une histoire. Il crée une histoire et il propose donc de résoudre des problèmes par la collaboration. Et donc ça, c'était une expérience qui s'appelait Robot Art Stories et qui permettait donc, l'histoire, c'était de faire avancer un robot pour qu'il retrouve son vaisseau spatial et qu'il puisse repartir chez lui. Et donc, il avançait ce robot en fonction des élèves qui résolvaient les problèmes ensemble, entre deux classes. Donc, et bon, il y avait cette histoire qui les motivait derrière, donc c'est assez intéressant. Et sur la culture, alors effectivement, le transmedia storytelling est assez utilisé justement pour les musées. Tu parlais des musées. Parce que ça leur permet, et c'est une grosse problématique des musées, ça leur permet d'attirer des publics jeunes qui ne viennent pas forcément in situ, Or, avec leur classe ou des choses comme ça, mais d'eux-mêmes, ils ne viennent pas forcément in situ, et ça leur permet d'attirer des publics plus jeunes en racontant des histoires. Ensuite, la mise en récit du patrimoine, c'est une des commandes aussi autour de la culture. Hein. Et nous, je vais parler d'une expérience que j'ai menée là, mais bon, elle est assez intéressante. On avait mis en place une stratégie transmédia de valorisation du patrimoine aquitain autour de la figure d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà, parce qu'Aliénor, c'est une grosse figure historique et les frontières de son duché correspondaient à peu près aux frontières de la Nouvelle-Aquitaine maintenant, Donc, ça permettait d'avoir sur le territoire, justement, sur la valorisation du territoire, ça nous permettait d'avoir des frontières assez bien délimitées. Et donc, on a créé une stratégie transmédia pour mettre en avant à la fois l'histoire et à la fois les lieux. Donc, à chaque lieu, on avait accolé un moment d'histoire d'Aliénor et on proposait, donc par exemple, on a proposé, il y a un site internet qui s'appelle Les Voix d'Aliénor qui centralise un peu tout, mais on a proposé des cartes personnages
comme des cartes de jeu, si tu veux. On a proposé un SoundCloud dans lequel notre narrateur, qui est le troubadour Bernard de Ventadour, donc c'est assez logique puisque les troubadours racontaient les histoires à l'époque, donc c'est notre narrateur, interviewe des personnages qui ont côtoyé Aliénor. Donc il interviewe Louis VII, il interviewe Henri II, il interviewe sa nourrice, il interviewe son fils Richard Cœur de Lion. On a proposé un Instagram de Bernard de Ventadour justement qui raconte ce qu'était un troubadour à l'époque avec des mèmes, façon mème, tu vois, humoristique. Donc voilà, on a mis plusieurs choses en place. Il y a des chaînes YouTube, il y a un blog de la nourrice qui raconte donc ce qu'était une nourrice à l'époque au Moyen-Âge. Et tout ça, donc, ça nous permet de mettre en valeur à la fois le territoire néo-aquitain et à la fois l'histoire du Moyen-Âge et de tirer des fils comme ça historiques. Donc pour la culture, c'est assez intéressant à mettre en valeur, je pense, à utiliser. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je pose la mienne. J'avais... Allons-y, allons-y. Oui? Oui, allons-y. D'accord. Moi, j'avais une question assez générale, en fait, sur si on a une idée de l'augmentation des coûts de production pour des stratégies marketing transmédia et quel impact ça peut avoir sur ce qui est produit et pas produit. Alors, moi, je ne travaille pas tellement là-dessus sur les coûts réels, mais par contre, j'ai un exemple alors, ça faisait partie des premières stratégies transmédia, promotionnelles transmédia, c'était autour du projet Blair Witch. Donc, le projet Blair Witch, c'était un film found footage, un film d'horreur found footage, donc, qui n'avait pas coûté extrêmement cher. Je ne me rappelle plus exactement les coûts, mais je me rappelle que, par contre, et c'est Campfire d'ailleurs, c'est les gars de Campfire qui l'avaient fait aussi avant de monter Campfire. Ils avaient fait cette stratégie transmédia et de promotion transmédia. Mais je me rappelle que sur la stratégie transmédia, marketing, qui incluait donc cette stratégie transmédia, elle coûtait 4 fois plus cher que le film. Donc, ils avaient misé en fait plus sur le marketing et sur la stratégie transmédia que sur le film finalement. Et ça avait fait un retour d'investissement assez intéressant pour le film. Et sur la stratégie. Mais cette partie transmédia, elle a été mise en place après le début de succès du film, je pense. Non, je peux me tromper, elle était en amont. Oui, c'était pour promouvoir le film, donc c'était avant. Je comprends. Ouais. Donc, à part cet exemple, moi, j'ai sur les coûts de... Après, c'est inclus dans les dépenses marketing, finalement, souvent des chaînes. Même si... L'exemple que vous prenez, c'était un film indépendant qui a été fait avec très, très peu d'argent. Oui. Je pensais que la dimension que vous soulignez de transmédia, qui a coûté 4 fois plus cher, était venue à la suite du début du succès du film. Non, je peux me tromper. C'était avant. D'accord, non, peut-être, je sais. Tu vas confirmer? Oui, je confirme que c'était au même moment. C'était une stratégie. Disons qu'ils ont réussi à réunir de l'argent pour le marketing du fait que les premiers retours en interne des distributeurs étaient très bons. Et à réunir un peu d'argent pour monter au moins un site internet qui après a été développé, etc. Oui, ils avaient fait d'autres choses après, des affiches, des machins. Ouais.